Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va traiter d'un thème familier, à savoir l'identité de la femme. Est-ce que je connais la femme? Pourrais-je dire oui ou non? Et pourtant, c'est elle qui m'a porté en son sein pendant plus de 9 mois. Et sont-elles, ces femmes-là, qui nous ont donné la vie? Mais est-ce que nous connaissons ce que c'est que la femme? Dans mes recherches, j'ai sur ce plateau de Idée un maître que vous connaissez bien, Elmancio Gorson. Gorson Elmancio, bonjour. Salut à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. Honneur aux femmes, je vous dis que Dieu vous bénisse et bénisse tout ce que vous faites pour l'humanité. Que vos œuvres portent des fruits et que ces œuvres-là puissent élever nous, les hommes, avec grand H. Je te remercie de me donner l'opportunité d'aborder un sujet assez délicat parce que quand on veut parler de la femme, il faut en parler avec délicatesse, avec subtilité, avec amour. Il faut en parler avec grâce, il faut en parler avec tendresse parce que, quoi qu'on dise, derrière chaque homme se cache une femme qui lui a donné naissance. Et donc, il est important que l'on reste dans le respect de cette valeur intrinsèque qu'est la femme, même si nous convenons, et ce sera le fond de nos échanges, que l'identité de la femme est incomprise et donc est complètement méprisée et qu'il est temps de donner une véritable orientation afin que et les femmes et les hommes se repositionnent dans leur conscience et dans leur perception vis-à-vis de la femme. Comme vous l'avez si bien dire, honneur aux femmes. Elles sont au centre de tout. Vous savez, le vrai problème aujourd'hui, c'est que nous avons tellement inversé les choses. Il n'y a plus d'éducation. Parce que l'éducation consiste en fait à être, à aider l'individu à être, pas à paraître, à être. C'est très important. L'éducation consiste non pas à avoir, d'accord? L'éducation consiste non pas à faire quelque chose, mais d'abord à être. À partir du moment où vous perdez votre identité, ça veut dire que vous êtes un navire, vous n'avez plus de gouvernail. Et vous n'avez plus de capitaine, vous n'avez plus de vision, vous n'avez plus d'orientation. Les populations, les peuples, les races qui ont perdu leur identité, on a vu ce que cela a donné. Ce sont des peuples qui sont devenus complètement déculturés, abandonnés par eux-mêmes et qui vivent dans une forme de viduité intérieure qui ne leur permettent plus d'aller de l'avant, de se réaliser. Parce qu'on ne peut pas se réaliser en dehors de son identité, valeur intrinsèque. Donc il est important qu'on pense l'éducation non pas en termes de faire, ni en termes d'avoir, mais en termes d'être. C'est là que l'identité s'affiche, c'est là qu'on peut dire que l'éducation signifie l'éveil. Éveiller quelqu'un à ce que l'individu est. C'est ça qui est fondamental. Et comme cette forme d'éducation n'a pas été faite, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une femme ou avec la femme qui est sans identité ou qui ne sait pas ce qu'est son identité. Nous avons des sœurs, des femmes, des jeunes filles, des mères qui vivent, qui sont prêtes à faire ce qu'une femme est censée faire ou devrait faire, mais elles n'ont pas la dimension symbolique des valeurs qui représentent leur identité pour pouvoir leur donner la meilleure vision et la meilleure version des attitudes que ces femmes-là doivent avoir. Et donc, on a un vrai problème. Je ne serai pas pessimiste, mais je dirais que ce problème ira en s'aggravant. En s'aggravant tant que nous n'allons pas réorienter l'éducation,
puisque aujourd'hui déjà, il y a des femmes, des filles qui ont 30 ans, il y a des filles qui ont déjà 20 ans, il y a des filles qui ont déjà 14, 15 ans et qui ont évolué sans avoir connu cette identité et donc vont répercuter ce comportement, et donc on est parti encore pour plusieurs générations d'absence d'identité. Donc parler aujourd'hui de l'identité de la femme, nous avons tous les arguments, nous avons toute la méthodologie et la connaissance de la méthodologie pour que les gens comprennent que ce que vous voyez, que vous appelez la femme, n'est pas la femme. C'est pourquoi j'ai commencé à dire tantôt qu'on nous a forcé à croire que lorsque nous avons quelque chose, c'est là où on est quelqu'un. Vous avez le petit frère qui est riche, le grand frère qui est pauvre. Quand les deux arrivent au village, tout le monde appelle le petit frère patron ou grand frère. Lorsque le petit frère est en retard, on n'est pas pressé, on l'attend. Mais si le grand frère, lui, qui n'a rien, il vient en retard, ou bien il n'arrive pas à participer financièrement aux activités, eh bien, il est relégué au rang, non même pas de petit frère, mais au rang de quelqu'un qui n'existe pas, il n'est pas respecté. Et après, on dira que la sorcellerie, voilà. Donc, il ne faut pas oublier que le droit d'aînesse est une valeur que nos ancêtres nous ont enseignée. Et cela ne dépend pas de la quantité d'argent que tu as. Cette valeur signifie simplement que quelqu'un qui a ouvert les yeux la première fois avant toi, qui a vu le soleil avant toi, parce que dans les traditions anciennes, le soleil est considéré comme étant Dieu, étant l'incarnation de Dieu. Donc, celui qui a vu la vie, qui a vu le soleil avant toi, il est ton aîné. Et qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, tu lui dois le respect. Autrement, ce sera une malédiction, même de la nature. C'est important que les gens comprennent. C'est ce que j'appelle l'identité, c'est ce que j'appelle la valeur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. De telle sorte que quand quelqu'un a, c'est en ce moment qu'on lui donne une position en disant que c'est lui qui est. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à la femme? Aujourd'hui, on croit à tort que lorsque on a un sexe féminin, qu'on a des attributs féminins, cela fait systématiquement de vous une femme. C'est faux. Le fait d'avoir des attributs féminins ne fait pas de vous une femme. La science aujourd'hui a démontré le fait parce qu'il y a des transsexuels, il y a des personnes qui renoncent même à leur sexe pour en adopter un autre. Que ce comportement soit contre nature selon les perceptions des uns et des autres, c'est la preuve que le fait d'avoir un sexe féminin ne fait pas de vous une femme. Ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire que, je reviens à mon argumentaire, à savoir, le fait d'avoir une chose, c'est-à-dire d'avoir un sexe féminin, ne veut pas dire que vous êtes une femme. Et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est de penser à tort que le fait d'avoir un corps féminin fait de vous une femme. C'est ignorer ce que c'est que être femme signifie. Et ça aussi, c'est le problème, puisque les enfants naissent aujourd'hui, elles grandissent, elles ont des attributs, on leur apprend à se comporter comme une femme, mais on ne leur enseigne pas ce que c'est que identitairement être femme. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on a comme l'impression que c'est un acquis. Bon, en exemple, est-ce que le fait d'avoir un héritage fait systématiquement de vous un héritier? Non, pas du tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous pouvez avoir un héritage et ne pas en être conscient. Vous pouvez avoir un héritage et ne pas le savoir. Vous pouvez avoir un héritage et dilapider l'héritage. Parce que le fait d'être héritier doit s'inscrire dans une action consciente que vous faites vous-même pour pouvoir être légitimé. Autrement, vous ne serez pas légitimé. Vous n'allez pas devenir quelqu'un de légitime. On le voit dans nos sociétés, le fait d'avoir une parcelle ne fait pas de vous un propriétaire. Il faut faire des formalités pour s'en assurer, entre griffes, un titre foncier. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une démarche qu'on doit faire vers soi-même pour atteindre une valeur plus élevée de ce qu'on a, pour pouvoir être légitimé. Autrement, vous ne serez pas légitime. Et ça aussi, c'est le problème. On le voit dans nos sociétés, le fait d'avoir une parcelle ne fait pas de vous un propriétaire. Il faut faire des formalités pour s'en assurer, entre griffes, un titre foncier. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une démarche qu'on doit faire vers soi-même pour atteindre une valeur plus élevée de ce qu'on a,
et rentrer dans ce que l'on est. Et donc, pour moi, la femme, ce n'est pas ce que je vois. La femme même ne le sait pas, malheureusement. La femme n'est pas ce que je vois. Autrement, on prendrait ce qu'on voit comme étant la totalité de la femme, mais la femme est un mystère qui remonte encore plus loin. Et c'est parce que les femmes elles-mêmes ont ignoré ou oublié ce mystère qu'elles sont devenues, entre griffes, des objets qui sont utilisés par les uns les autres. Parce que si vous-même vous ne savez pas qui vous êtes, on vous utilisera comme on veut. C'est ça le problème. Donc le problème de la femme, ce n'est pas l'homme. Le problème de la femme, c'est la femme. Vous voyez, le problème de la femme n'est pas l'homme. Le problème de la femme, ce n'est pas les autres. Le problème de la femme, c'est la femme. Et il est temps que la femme se réveille en se posant la question de savoir quelle est mon identité en tant que femme. Parce que sans identité, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Et c'est à ce qu'on a enlevé à la femme, du moins c'est ce que la femme n'a pas cherché à faire. Et tôt ou tard, elle va s'en mordre les doigts parce que personne ne le fera à sa place puisque c'est elle qui est la femme, entre griffes. Donc c'est à elle de s'affirmer dans son identité. Et ce n'est pas à l'homme d'aller défendre les intérêts de la femme. C'est assez grotesque, même si, bon, d'une certaine manière, les hommes peuvent soutenir. Mais c'est à la femme de s'éveiller. On parle d'éveil. Sinon, vous allez voir même des hommes qui défendent mieux les femmes que des femmes. Ça veut dire que quelque part, c'est faire une politique qui ne marchera pas. Il faut que ce soit les femmes elles-mêmes qui s'éveillent à elles-mêmes et qu'on arrête de faire une promotion bête de la femme parce que cela ressemble un peu à de la marchandisation. C'est-à-dire que on dit on veut valoriser. Non, pour valoriser quelqu'un, il faut d'abord que la personne trouve son identité. Sinon, si la personne ne trouve pas son identité, on ne peut pas valoriser la personne. L'émission Idée est là. Non, l'émission Idée, c'est une matrice qui permet de pondre des idées afin que de façon intelligente, les gens puissent repenser ce qu'ils sont déjà en train de faire. On ne dit pas que ce que les gens font, c'est mauvais, mais lorsque on a fait une chose pendant des années, pour ne pas dire pendant des siècles, et qu'on n'a pas vraiment avancé, d'accord, alors il faut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là qu'on doit taper sur la table en disant, changeons la façon de faire les choses. Voilà, donc l'émission Idée voudrait que le métaphysicien Elmas Gorson nous dise concrètement pourquoi à partir de cette émission, les uns les autres puissent comprendre ce qu'on peut appeler par identité de la femme. D'accord. Alors, il faut d'abord faire la différence entre la femme et le féminin. Parce que lorsqu'on parle de la femme, on oublie souvent de parler du féminin. Puisque ce qui permet de tangibiliser la femme, ce qui permet de donner à la femme une existence, c'est ce que nous appelons le féminin sacré, qui en fait est un principe universel de la vie, de la nature. Il est important de comprendre ce que je veux dire, parce que lorsque les choses perdent de leur symbolique, elles perdent de leur valeur. Car les choses n'ont de valeur que dans leur symbolique. Et c'est dans la symbolique des choses qu'on trouve l'identité d'une chose. C'est là que je repose toujours la question du pourquoi d'une chose. La femme que nous voyons, que nous prenons, que tendrement nous embrassons, qui nous prend dans les bras, qui nous met au monde, ce n'est qu'une forme matérielle d'un principe universel. Et ce principe est appelé le principe du féminin sacré. C'est un principe de la nature. Lorsque vous voulez enseigner la femme aux enfants à l'école et que vous ne leur enseignez que la femme que vous voyez, ils ne vont pas acquérir suffisamment d'élévation et de transcendance pour que leur perception de la femme soit orientée dans une dimension de valeur. Ils vont chosifier la femme, d'accord? Ils vont rendre la femme objet parce que c'est ce qu'on leur a dit de saisir. Or, la métaphysique nous dit que tout événement matériel possède une loi
qui a permis son existence, laquelle loi est initiée par un principe. Du coup, il y a ce principe qu'on appelle le principe du féminin sacré, qui est le fondement de l'identité de la femme. À travers ce principe du féminin sacré, vous verrez que la femme telle que vous l'appréhendez physiquement va changer complètement. De telle sorte que la femme ne concernera plus seulement la femme, mais elle concernera tout le monde. Parce que là, on ne parle plus d'un individu, mais on parle d'un principe qui est universel. Qu'est-ce qu'un principe universel? Un principe universel, c'est un principe dont les éléments de fonctionnement se retrouvent dans tout l'univers. Ce qui veut dire en clair que si on parle de la femme, on la retrouvera seulement dans la société, on la retrouvera seulement dans la maison. Mais lorsqu'on parle du féminin, on ne retrouve plus le féminin seulement dans la maison. On retrouve le féminin où? Partout dans la nature, dans l'univers. C'est ce qui, en fait, devrait être enseigné. Parce que si on ne contemple pas la femme dans l'univers, dans la totalité de l'univers, dans les différents fonctionnements de l'univers, on ne pourra pas connecter cette dimension principielle de la femme à la femme telle qu'on l'a devant nous. Et donc, il n'y aura pas le respect, il n'y aura pas la considération, il n'y aura pas l'humanité, parce qu'on aurait perdu la connexion, cet espace qui nous relie à l'englobement tout. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire on prend la femme, on ne la relie à rien du tout, on la relie juste à son père, à sa mère, on la relie à la société. Bon, on ne voit même pas son importance en griffe dans la nature, non pas en tant que femme, mais au-delà de la femme, dans le principe du féminin sacré. Et c'est ça le problème. Or, l'identité de la femme est indissociable du principe universel qui va s'incarner en tant que femme. Or, ce principe universel, c'est le féminin sacré. Est-ce que vous voyez? Alors, dans les anciens temps, je vais prendre un exemple tout à fait simple, qui va être lié un peu, c'est juste un petit détour, qui va être lié à l'étymologie même du mot femme, en quelque sorte. Vous savez, lorsque vous cherchez l'étymologie du mot femme, c'est assez imprécis. On vous dira fémina ou femme ou femme, chacun donne son point de vue. Et à un moment donné, l'étymologie latine s'arrête et dit mot perdu parce qu'on ne sait plus d'où en fait ça vient. Mais lorsqu'on retourne dans la première civilisation, à savoir la civilisation africaine noire de l'Égypte antique, on se rend compte que la femme avait un nom. Et ce nom qui lui était donné provient d'une histoire, d'un mythe, ou d'une mythologie, ou d'une légende, qui a toute la signification. Vous voyez donc que déjà, on ne peut pas dissocier la femme de l'aspect culturel d'une société. Or, la culture d'une société n'a d'existence que du cultuel, c'est-à-dire de son cultuel quotidien, de son rapport avec la nature et l'invisible. Et donc, on voit également la femme dans une dimension culturelle des choses. La femme, dans l'Égypte antique, le nom femme, s'appelait par exemple Asetnout. Asetnout ou Asnout, il y a plusieurs significations pour ça. Asnout, c'est ça qui, à un moment donné, est devenu mot perdu, qui va être identifié à femme, dont la langue française est incapable de retrouver l'origine du mot. Parce que si je ne retrouve pas l'origine d'un mot, comment je peux être sûr de l'efficacité du mot? Or, le mot doit être lié à une légende, c'est-à-dire à un culte, pour que je puisse lui donner son essence universelle. De quoi il est question? Quand vous lisez la légende de l'Égypte antique, vous vous rendez compte qu'il y a d'abord une divinité, on va le dire comme ça, qui s'appelle Atum. Vous voyez dans les divinités égyptiennes les principes universels.
une divinité qu'on appelle Atum, qui va donner naissance à des divinités jumelles, Shu et Tefnut. Et les deux divinités qui vont s'accoupler, qui vont donner naissance à deux autres divinités qu'on appelle Nut et Geb. Et donc ces deux divinités, Nut et Geb, selon l'histoire qui est racontée, à leur venue, depuis le ventre de leur maman, étaient amoureux, c'est-à-dire que Nut, qui est la divinité féminine, amoureuse de la divinité masculine Geb, les deux étaient si amoureux que les deux étaient fondus. On ne pouvait pas les séparer. Donc il a fallu l'intervention de leur père, qui est Shu, pour venir les séparer. Et donc quand il les a séparés, les deux étaient entre griffes malheureux, et ils sont allés demander à un autre dieu, le dieu qui va s'appeler Thoth Hermès par les Grecs, mais dans la tradition égyptienne qui va s'appeler Djéouti, qui est le dieu de la connaissance. Nut va aller voir le dieu de la connaissance, et le dieu de la connaissance va passer un test à Nut, en lui disant, si tu arrives à me battre au dé, je vais t'accorder 5 jours, pour que pendant ces 5 jours-là, tu puisses avoir des enfants. Et donc, Nut, la déesse, elle est appelée la déesse du ciel, d'accord? Elle va donc battre le dieu de la connaissance à son propre jeu de dés et va obtenir les 5 jours. Les 5 jours vont devenir les 5 jours des menstrues de la femme et vont devenir en même temps les 5 jours au cours desquels Nut va accoucher, n'est-ce pas, de ses 5 enfants. Est-ce que vous voyez? Et donc, au moment où Nut accouche du premier, qui est Osiré, c'est-à-dire Osiris, Osiris veut dire Osaré, c'est-à-dire fils de Ré, c'est-à-dire à sa naissance, on l'a appelé fils de Ré. Ensuite, elle va mettre au monde une femme qui va s'appeler Isis ou Aset. Et c'est là qu'on va lui donner le nom Aset Nut, c'est-à-dire Aset, fille de Nut. Est-ce que vous voyez? D'où le nom Aset Nut, qui va devenir le fondement de l'identité de la femme, puisque ce nom-là a une signification. Ça signifie la grande sagesse. Est-ce que vous voyez? La grande sagesse. Lorsque Isis va venir pour soutenir son mari Osiris et même Horus, son fils, elle va devenir celle qui porte le trône, c'est-à-dire celle qui est soumise. Vous allez voir que dans nos traditions, sans la femme, on ne peut pas introniser le roi. Parce que pour introniser le roi, la femme est nécessaire pour l'intronisation du roi, puisque c'est elle qui soutient le trône. Elle est sous le trône. Elle porte le trône sur sa tête. Dans certaines activités culturelles, vous allez voir que la femme porte un trône sur sa tête. Ça veut dire que moi, la femme, c'est moi qui nourris le trône de Geb. C'est moi qui soutiens le trône de Geb. C'est moi qui soutiens le trône. C'est moi qui soutiens le pouvoir. La femme est la puissance qui soutient le pouvoir. C'est pourquoi on dit souvent une femme soumise. Mais les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils pensent qu'une femme soumise, c'est une femme à piétiner. Non, une femme soumise, non. C'est une femme qui est soumise, c'est-à-dire qui est mise sous le trône et qui en garde la puissance, qui en garde le pouvoir. Donc on l'appelle la grande sagesse. Il va sans dire alors que de façon déductive, que la femme, enfin je ne veux pas dire la femme, le féminin sacré ou le principe du féminin sacré est un principe nourricier, c'est un principe de sagesse qu'on appelle la grande sagesse, c'est-à-dire celle qui va donner la connaissance, qui va donner la sagesse nécessaire pour que l'homme ou le roi soit normalement intronisé, équilibré, respectant les principes et lois de la nature. L'identité de la femme est donc celle qui est la matrice universelle. Ce qu'on appelle la matrice universelle, je donne un exemple dans une entreprise. D'accord? Parce que j'ai dit, la femme peut ne pas être partout, mais le féminin sacré est partout. Dans une société, par exemple, lorsque le directeur de la société dit, nous allons créer une matrice de réflexion, c'est-à-dire une zone dans laquelle nous allons échanger les idées. Tout endroit, tout espace, toute position dans laquelle il s'agit de matrice, c'est-à-dire d'un espace
au sein duquel des idées doivent s'entretenir, comme par exemple l'Assemblée nationale. Vous voyez, je donne des exemples pratiques, où des idées doivent être nourries, doivent s'entretenir. Pour l'émergence d'une chose, c'est le principe du féminin sacré qui est là. Et par conséquent, c'est le principe de la femme. Parce que la nature a fait de la femme le principe de la matrice universelle. Or, une matrice, c'est le réservoir de toutes les opportunités, de toutes les idées, de toutes les réflexions, de toutes les analyses, pour pouvoir pondre une idée directrice qui soit en mesure d'être exécutée. C'est ça le principe fondamental de la femme. Elle est la matrice. Mais cette matrice-là, on la retrouve partout. Un exemple terre à terre, la terre. La terre est associée à qui? À la femme. La terre est associée à la femme. C'est pourquoi nos ancêtres ou les anciens savaient que vous ne pouvez pas prendre les menstrues de la femme avec les torchons actuels qu'on appelle industrialisés et vous mettez tout ça là, vous jetez au feu. La femme va perdre sa fertilité. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire le sang de ces menstrues-là, elle prend ça, elle met ça dans un truc et elle met le feu. Ça ne se fait pas. Elle va brûler sa fertilité. Normalement, l'endroit où ça doit aller, c'est dans la terre. Parce que la terre, elle est une matrice. Vous semez quelque chose dedans. Vous mettez une seule graine dans la terre, ça donne un épi. Vous mettez un seul spermatozoïde dans le sein de la femme, ça peut donner des jumeaux, triplés, quadruplés, ce que vous voulez. On retrouve encore là la matrice. C'est ça la femme. Elle représente la terre. Donc la femme n'est pas la femme. C'est ce que je veux vous faire comprendre. La femme n'est pas la femme. Elle est un principe universel que nous retrouvons même dans le corps de l'homme, qu'on retrouve partout dans la maison, dans les administrations, dans l'eau que nous buvons, dans les choses que nous touchons. La femme est partout. C'est un principe que notre conscience doit observer au quotidien. Ce qui fait que nos parents savaient que lorsque tu manques de respect à ta mère, pourquoi on dit, la Bible même le dit, pourquoi tu peux avoir des malédictions? On n'explique pas les choses. Parce que si tu manques de respect à ta mère, ou bien tu insultes ta mère, ou tu fais du mal à ta mère, tu n'as pas fait du mal qu'à ta mère. Tu as fait du mal non seulement à la femme qui est ta mère, mais tu as fait du mal au féminin sacré. Du coup, partout où tu iras dans la nature, toutes les choses qui concernent le féminin sacré, ça ne te marchera pas. Il faut bien comprendre ce que je dis. Si tu manques de respect à ta mère, tu fais du mal à ta mère, tu fais du mal à une femme, n'importe laquelle, tu la tortures, tu fais tout ce que tu veux. Tu fais du mal à une femme, mais elle est l'incarnation d'un principe universel. Ce qui va se passer, malheureusement, c'est que tu as porté atteinte au principe universel. Or, le principe universel, il a ses démembrements où? Partout. Dans toutes les choses, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous interagissons, même dans l'emploi que tu veux aller chercher. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu voudras aller, voilà, etc., on va te dire, non ici, non ici. Tu iras voir le bokono, l'imam ou le pasteur pour dire oui, les choses ne marchent pas pour moi parce que chaque fois que je veux entreprendre quelque chose, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que tu as fait à la nature? Quel aspect de la nature tu as violé? Est-ce que quelque part, tu n'as pas déshonoré le principe féminin à travers une femme? Est-ce que vous voyez? Donc, la femme, le principe féminin où la femme est partout. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous touchons. C'est à cette conscience-là qu'on doit élever les enfants pour que les enfants sachent que même en tant qu'homme là, en moi-même, en tant qu'homme, il y a une femme.
Et il y a des organes en moi qui représentent la femme. Et que tant que je n'honore pas le féminin sacré, c'est moi-même que je détruis. Je me mets en conflit avec moi-même et je m'auto-détruis. Donc il faut que la femme saisisse non pas la femme comme une donnée matérielle, physique, mais la femme comme un principe, et que cela soit enseigné et que cela soit montré. Est-ce que vous voyez? Que cela soit montré, c'est-à-dire que quand on prend un objet, qu'on dise, dans cet objet-là, voilà la partie de cet objet qui est le masculin, voilà la partie de cet objet qui est le féminin. Est-ce que vous voyez? Quand tu prends, je ne sais pas, une chose que tu veux manger, d'accord? Regardez par exemple, même ce que nous mangeons à la maison, on dit, il y a le riz et il y a la sauce. Ça ne vous surprend pas? Il y a la pâte, il y a la sauce. La pâte, c'est le masculin. La sauce, c'est le féminin. Il n'y a rien que nous faisons qui n'intègre les deux dualités, à savoir le masculin et le féminin, le magnétisme et l'électricité. Maintenant, il faut analyser pour voir quels sont les éléments de la nature qui génèrent le magnétisme. C'est la femme, c'est le féminin sacré. Quels sont les éléments qui génèrent l'électricité? C'est le masculin, c'est l'homme. Le jour où tu fais du mal au féminin, tous les éléments de la nature qui disposent du magnétisme sont contre toi. Et donc, du coup, partout où tu iras et que tu voudras avancer, même si les éléments masculins sont d'accord pour t'aider, les éléments féminins, c'est-à-dire du magnétisme, feront tout pour te déstabiliser. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il faut enseigner. C'est pourquoi la loi dit « Honore ton père et ta mère et tu auras une longue et heureuse jour sur terre. » Quand on dit ton père et ta mère, ça ne se limite pas à ton père et à ta mère. Parce que si tu ne vois que ton père et ta mère, tu risques de ne pas réussir l'expérience, puisque ton père peut t'avoir abandonné. Ta mère peut t'avoir également abandonné. Mais ce n'est pas parce qu'ils t'ont abandonné que tu ne dois pas les honorer. Parce que si tu les honores, ce n'est pas eux que tu honores. Tu honores les principes dont ils sont les incarnations et lesquels principes t'aideront à réussir dans la vie. Car sans ces principes, tu ne peux pas réussir. Ce n'est pas possible. Maintenant, le tragique pour finir, et vous donner la parole pour la question des questions, le tragique c'est quoi? C'est que nos glandes sexuelles sont constituées de deux courants d'énergie, l'électricité et le magnétisme. Nous tous, ce qu'on ressent en nous là, au niveau de nos organes sexuels, ce feu-là, c'est constitué de l'électricité et du magnétisme. Ce qui veut dire que le comportement de la nature que tu n'as pas honoré et qui t'a déstabilisé, qui t'a amené à déstabiliser ta propre énergie, quand tu vas mettre au monde des enfants, ne sois pas étonné que les enfants incarnent des conséquences des actes que tu as posés. Et ça également, les gens ne le savent pas. Parce que la plupart du temps, c'est une relation de sang. Or, le sang, c'est quoi? C'est deux éléments constitutifs. La partie rouge du sang, c'est du fer, qui est de l'électricité. Et la partie liquide aqueuse du sang, c'est l'eau, qui est un élément magnétique. C'est aussi simple que ça. À partir de ce moment, le comportement que tu as incarné en toi, tu le transmets à ton enfant par comment? Par le lien du sang. Et donc ton enfant incarnera tes qualités et tes défauts. Et également tes malédictions. Raison pour laquelle, lorsque vous honorez la femme, ne regardez pas la femme. Parce qu'au-delà de la femme, c'est le principe du féminin sacré universel que vous honorez. Si la femme a une position si élevée dans la nature, comment se fait-il qu'elle soit tombée bas? Tout ce qui est subalterne, on l'attribue à la femme. Pourquoi? Il y a eu un bouleversement dans l'histoire. Le bouleversement dans l'histoire est apparu
il y a quelques siècles, lorsque des hommes qui avaient étudié de façon générale la culture égyptienne avaient compris que la femme avait trop de pouvoir. Parce que dans une des légendes de l'Égypte antique, on a vu la déesse Asset ou Isis qui est allée jusqu'à récupérer, puisque dans leur tradition africaine, dans la tradition africaine, le dieu Ré est considéré comme le dieu suprême. C'est une image que je donne pour expliquer ce que je veux dire. Et donc, Isis est allée jusqu'à tromper la vigilance du dieu Ré, parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait croire au dieu Ré que le dieu Ré était malade. Et que, en fait, c'est elle qui l'a rendu malade. Et comme le dieu Ré est malade, la seule chose qui pouvait sauver le dieu Ré, c'est le nom secret de Ré. C'est-à-dire Dieu même là, il a un nom secret. Un nom secret que personne ne connaît. Mais comme Isis est maligne, elle lui a fait croire que si tu ne donnes pas ton nom secret là, pour que je le prononce pour toi, tu risques de t'éteindre. Donc, au bord du désespoir, il a été obligé de confier son nom secret à la déesse Isis. En fait, il faut voir dans ces légendes-là des figures de principes en mouvement. Ça veut dire que la femme détient le nom secret de l'homme. Est-ce que vous voyez? La femme, elle détient le nom secret de l'homme parce qu'elle représente symboliquement l'âme de l'homme. Elle détient son nom secret. Elle détient son âme. Dans cette position, il y a plusieurs siècles, la femme avait du pouvoir, de l'autorité. Mais lorsque certains hommes, surtout ceux que nous appelons les Occidentaux, avaient compris que cela ne les arrangeait pas, ils ont changé la société matriarcale en société patriarcale. C'est-à-dire qu'ils ont changé tout ce qui est femme, qui devait être au devant de la scène, et ils ont positionné l'homme. Si vous lisez aujourd'hui bien la Bible des chrétiens, on dit le disciple que Jésus aimait. Or, celle qui était censée suivre l'enseignement de Jésus à la perfection, c'est Marie-Madeleine. Parce qu'elle avait le niveau pour le faire. Mais à un moment donné, les gens lui ont préféré Saint-Pierre, qui en fait a été même traître, d'une certaine manière. Parce qu'on voulait tout juste que la femme ne soit jamais au devant de la scène. Or, ce sont les réalités spirituelles qu'on transpose en politique. Du coup, aujourd'hui, puisque le siège du pouvoir vient d'où? Du spirituel. Le pouvoir que le président a, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Ça vient du spirituel. Donc aujourd'hui, on ne donne pas à la femme ce pouvoir-là. Parce qu'on sait très bien que donner à la femme ce pouvoir, c'est que l'homme n'aura plus ce que l'homme a aujourd'hui en termes d'autorité, qu'il exerce maladroitement d'ailleurs, puisque son autorité aurait dû être plus civilisée, plus intelligente, plus humanisée, si derrière l'homme, il y avait la femme qui était autant puissante pour l'accompagner. L'une des divinités qui servait le dieu Ré est appelée la puissante, parce que c'est elle qui était l'ordonnatrice de tous les pouvoirs que Dieu devait exercer sur la terre. Donc on comprend en fait que depuis les traditions anciennes jusqu'à une époque donnée, la femme avait une position de pouvoir, une position de puissance, une position d'autorité. Or, les populations occidentales à l'époque de l'Égypte étaient encore des populations barbares qui sortaient à peine de leur âge d'avant l'Homo sapiens
de leur barbarie et qui ne pouvaient pas autoriser que la femme puisse être au devant de leur tradition. Du coup, ils nous ont colonisés avec ce système selon lequel la femme doit être reléguée au dernier plan, doit être... voilà. L'autre problème qui s'est posé, et ils l'ont si bien réalisé, c'est d'avoir introduit une histoire incomprise de la Bible, l'histoire du Jardin d'Éden. Parce que tout a gaffé à partir de là, puisque l'histoire du Jardin d'Éden semble expliquer que c'est la femme qui aurait amené le péché dans le monde. Vous imaginez l'humanité tout entière, la seule personne que l'on regarde, qui a été la cause, ou qui, soi-disant, serait la cause de tout le malheur de l'humanité, eh bien, ce serait Ève, et donc la lignée de la femme. Vous voyez, cette idée, alors qu'elle est complètement fausse, elle est complètement fausse, c'est cette idée-là qui, bien que tronquée, est devenue le soubassement de réflexion de tout le monde. Et donc, quand on voit la femme, on voit ce qui est sale. Vous voyez, quand on voit la femme, on voit ce qui est impur. Quand on voit la femme, on voit ce qu'il faut banaliser, ce qu'il faut piétiner. Mais si tu piétines ce de quoi tu es issu, toi-même tu es quoi? Tu es piétiné. Si toi-même là, tu piétines, d'accord, tu infériorises ce dont tu es issu là, tu es quoi? Mais c'est ça le problème. Ça veut dire que toi-même là, tu es tel que tu le dis. Ça veut dire que toi-même là, tu es plus bas que ce que tu dis que l'autre est. Mais les gens ne le voient pas. Donc il est important que l'on traduise clairement cette histoire du Jardin d'Éden. Parce que cette histoire, elle est mal comprise. Tellement si mal comprise qu'on remet la faute entre les mains de la femme. Tout le monde dit que c'est elle qui a amené le péché, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. On ne veut plus rien en comprendre. Alors que, mais lorsque Jésus a voulu venir au monde, on ne lui avait pas trouvé de père, si ce n'est Dieu. Mais on lui a trouvé quoi? Une femme. Tout au moins. On est d'accord. On ne lui a pas trouvé de père physique, si ce n'est Dieu. Mais on lui a trouvé au moins une femme. Est-ce que Dieu était si impuissant pour créer un homme de nulle part et le poser là? Il est puissant, il pouvait le faire. Mais pourquoi il a choisi de passer par une femme? Parce que vous ne pouvez pas dissocier la valeur intrinsèque de Dieu de la valeur intrinsèque de la femme. Oui. Et ça, c'est ce que les femmes doivent savoir. Donc, cette histoire tronquée du Jardin d'Éden, il faut l'oublier et se focaliser sur le fait que la femme est le portail entre la vie et la mort. C'est-à-dire que son sein là, sa matrice, communique directement avec Dieu et avec la terre. C'est pour ça qu'un enfant vient. Un enfant, ce n'est pas nous qui le fabriquons. Nous, on met le germe. Mais son esprit vient d'où? Son esprit vient de Dieu. Or, c'est la femme qui est le portail par lequel l'esprit descend pour faire de l'enfant un être humain. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas se passer de la femme, mais il pouvait se passer de l'homme. Et cela donne toute l'importance. Mais l'Église et les autres cultures ne valorisent pas la femme dans cette identité parce que ça n'arrange pas les autres qui tiennent déjà le pouvoir en tant que masculin. Ça risquait de les mettre en mal. Donc c'est un enjeu de pouvoir. C'est une recherche du contrôle du monde et on ne veut pas que les femmes soient au rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Merci, M. Godson. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit celui qui déshonore, celui qui embête une femme, une maman, le féminin sacré risque d'être rejeté par tout ce qui représente le féminin sacré. Exactement. Dans l'univers. Tout à fait. Et aujourd'hui, le comportement des hommes que nous sommes, ceux qui humilient, ceux qui mettent à genoux les femmes, que ce soit dans les relations du couple, d'amour. Exactement. Quel est leur sort? Mais vous me parlez comme si j'étais un juge qui devait décréter le sort de quelqu'un. Je dirais simplement que il y a une parole de la Bible, du Coran ou de toutes les Écritures, c'est la même chose. Qui tue par l'épée
périt par l'épée. Ce que l'on sème, assurément, on le récolte. C'est Saint Paul qui l'a dit, hein. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. C'est aussi simple que ça. Je pense que la nature a ses lois. Nous devons de les respecter et de les honorer. La femme n'est pas une chose à humilier, à torturer, à mépriser. Le vrai problème, ce n'est pas ce qu'on fait subir à la femme. Le vrai problème, c'est ce que la femme autorise qu'on lui fasse subir. Et c'est ça, parce que c'est de votre faiblesse que quelqu'un peut profiter de vous. Et votre faiblesse vient de votre ignorance. Votre ignorance, c'est parce que vous n'êtes pas éduqué. Vous n'êtes pas éveillé à la vraie nature de ce que vous êtes. Parce que quand vous êtes là et que vous marchez en étant ce que vous êtes, on ne peut pas vous humilier. Est-ce que je mens? Vous êtes ce que vous êtes et vous vous exprimez en tant que tel. Vous marchez en tant que tel. Personne ne peut vous humilier. C'est quand vous-même vous ne savez pas qui vous êtes que les autres vous font croire ce que vous n'êtes pas. Et à travers ça, ils vous humilient. Je ne dédouane pas les autres, mais comme c'est le moi de la femme doit devenir plus responsable et plus consciente. Non pas à une échelle sociale, mais à une échelle universelle. Et en se regardant comme un élément, un principe universel. La femme, c'est la lune. Monsieur Condor, la femme, c'est la lune. Qui peut me dire le contraire? Je vais demander alors à la femme, qu'est-ce qui se passe entre un menstru et la lune? Dis-moi. Parce que la femme et la lune sont liées ensemble. La lune gère quoi sur la terre? Les eaux. Lorsque la lune change, les eaux changent, les eaux montent et les eaux descendent. Le magnétisme sur la terre, c'est l'eau, c'est la femme. L'enfant, il est dans quoi dans le ventre de la femme? Dans un liquide. La femme, c'est le liquide. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça peut aller? Ça veut dire que dans nos traditions, quand tu rentres à la maison, on te donne l'eau à boire. L'eau qu'on te donne, c'est la femme. C'est pourquoi dans nos traditions, on dit que c'est la femme qui apporte la paix dans le foyer. Parce qu'on donne de l'eau là. C'est la paix qu'on te donne. On dit, il faut faire la paix. Tout est interrelié, tout est symboliquement lié ensemble. Donc, quand tu méprises l'un des éléments qui constituent la totalité des expressions du principe, ça veut dire que tu mets en mal tous les autres éléments. Donc, c'est toi qui creuses ta propre tombe avec tes dents. Une seule chose que je sais, c'est que ce que l'on sème, eh bien, naturellement, on le récolte. Maintenant, je voudrais que les femmes deviennent plus conscientes, qu'elles soient plus éveillées. Il ne s'agit pas d'un combat de femmes contre les hommes. Il ne s'agit pas d'un combat d'hommes contre les femmes. Il faut que les gens comprennent bien. Moi, ce concept d'égalité de la femme, machin, je ne m'inscris pas dedans. Parce qu'on ne peut comparer et égaliser que deux choses égalisables. La femme a une valeur qui n'est pas comparable à celle de l'homme. L'homme a une valeur qui n'est pas comparable à celle de la femme. Mais au niveau considération, les deux sont équivalentes. À partir de ce moment, lorsque j'agis en tant qu'homme, en connaissance totale de ce que représente le féminin sacré, je sais que la femme qui est devant moi, elle est la somme ou le résultif, c'est-à-dire le résultat final de tous les éléments du principe universel de l'univers, c'est elle qui est devant moi. Si je la pince d'une manière, je fais mal à l'univers et j'aurai un problème. Je fais mal au nom secret de Dieu et j'aurai un problème. Vous voyez où je veux aller? Ça veut dire que c'est en construisant cet idéal de vie, cette vision-là, dans la conscience des gens, que le respect de la femme va venir, de la femme elle-même. L'expérience a prouvé également que ce sont les femmes elles-mêmes qui torturent les autres femmes. On l'a constaté également. Ça veut dire qu'elles sont dans un système où elles ont été affectées
et donc elles ont gardé un certain nombre de comportements désagréables qu'elles répercutent. Il y a même des femmes qui aiment qu'on les fasse souffrir. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est l'ignorance. Est-ce que vous voyez? C'est l'ignorance. Donc, je pense que le vrai problème, c'est de remettre la femme dans sa vraie valeur et que la femme le sache et que cela soit enseigné, que le monde le sache, que les enfants le sachent, que les parents le sachent, que le mari le sache, afin que le regard qu'on avait de la femme soit complètement modifié. C'est notre perception de la femme qui va changer et vous verrez que la société va changer. Mais pour que la perception change, il faut une nouvelle connaissance. C'est la connaissance qui change la perception. Si je connais mieux, j'agis mieux. Si je connais moins, j'agis moins bien. C'est aussi simple que ça, c'est basique. Voilà, Elmas Godson, j'aurais souhaité te garder plus que ça. Malheureusement que la régie nous fait déjà signe. Mais avant de vous laisser partir, en tant que métaphysicien, qu'est-ce que vous avez à dire avant de remettre l'antenne? Je pense que nous devons faire très attention à ce que nous faisons dans la vie. Vous savez, dans notre tradition africaine, surtout togolaise, lorsque tu agis d'une manière qui ne convient pas, il y a une expression qu'on dit, qu'on donne. On dit, est-ce que toi-même tu vois ce que tu es en train de faire? C'est une expression qui n'a l'air de rien, mais qui veut tout dire. Qui veut dire que lorsqu'on agit au sein d'un groupe social, il faut qu'on prenne le temps de se regarder soi-même en train d'agir. C'est ce qu'on appelle l'œil de l'observateur de soi-même. C'est ce qui manque. Lorsque nous nous comportons dans la vie, on ne prend pas le temps de s'observer, de se regarder comme un spectateur ou un observateur distant qui regarde nous-mêmes en train d'agir et qui note et qui corrige et qui montre les déviations. Parce que le vrai signe de l'éveil, c'est quand tu te regardes en train d'agir. C'est la seule façon pour toi de te corriger. Sinon, tu ne peux pas te corriger. Si tu agis inconsciemment, tu ne te corrigeras jamais. La seule façon de te corriger, c'est de te regarder en train d'agir. La deuxième chose, c'est chaque fois que vous faites preuve de violence, que ce soit verbal, même dans la pensée comportementale, dites-vous, je suis ignorant. Je ne connais pas. Parce que si vous connaissiez, vous ne feriez pas preuve de violence. Puisque la connaissance est censée nous civiliser. Donc à chaque fois que vous ressentez de la colère, de la frustration, de la violence en vous, dites-vous, je suis ignorant, je dois aller connaître. Je dois aller à la connaissance. Et la phrase magique, dans ce cas, vous la connaissez. Ce que nous savons est une goutte d'eau. Ce que nous ignorons est un océan. C'est le principe de l'humilité. Et c'est ce que je partage avec les gens qui nous écoutent. Je souhaite à toutes les femmes que ce mois de mars qui vous est dédié soit d'abord et avant tout un mois d'éveil. Je dis éveil. Donc la véritable éducation, soyez éveillés. Lorsqu'on est éveillé, on voit ce qu'on est dans la totalité de l'univers. De ce que l'univers ou Dieu a prévu avant que vous ne veniez au monde, en tant que principe. Et après l'éveil, c'est la recherche de la connaissance. Parce que les femmes ne connaissent pas. Après la recherche de la connaissance, l'amour. N'arrêtez jamais d'aimer les hommes. N'arrêtez jamais d'aimer les hommes. Je le dis encore une troisième fois, n'arrêtez jamais d'aimer les hommes parce que seule la femme rend l'homme fin, agréable à toucher. Merci pour votre fidélité à cette émission. C'est sur ces mots de notre invité Elmas Godson que nous vous disons au revoir. Ce qui reste à dire, c'est à Melka Kouadan qui a assuré la partie technique. Kouadan, merci pour votre technicité. Vous, chers téléspectateurs, j'espère que nous allons nous retrouver la semaine prochaine
avec un nouveau thème. En attendant la semaine prochaine, je vous dis bye bye.